toutes ces manières de figurer le jeu vidéo, dès les années 80 et sur les années qui vont suivre, sont très marquées par le bip comme marqueur sonore. On l'avait là dans la séquence de James Bond, vous aviez toute une série de bips, mais également de voix digitalisées qui nous disent toute la technicité de ces machines. Les bornes de jeu des films de cinéma sont parlantes. Salut Franck, est-ce que tu m'entends? Un critère, alors qu'on retrouve de film en film, elles parlent aux joueurs, quand bien même, techniquement, elles le faisaient tout juste à l'époque, mais quand c'est au cinéma, la borne parle aux joueurs, elle dit le score tout haut, elle interpelle le joueur, et parfois elle parle précisément au joueur qui est devant elle, ce qui est particulièrement inquiétant. La borne est parlante dans le jamais plus jamais, et le bip sonore, alors ça c'est vraiment une sorte d'image d'Épinal ou de son d'Épinal, de la manière de figurer le jeu vidéo dans les films de cinéma. Dans les années 90, dans les années 2000, on continue d'utiliser des bips très typiques du début des années 80 pour dire c'est du jeu vidéo. Hein. Voyez n'importe quelle référence à un jeu vidéo dans un sketch de la télévision, on va passer par ces bips sonores. Ça veut dire qu'il y a du jeu vidéo dans la situation. Alors, eh bien voilà, alors je reçois Alexis Blanchet et je lui ai fait la surprise de cette transition. Voilà, j'ai pris un extrait d'une de tes interventions. Je t'ai fait une surprise parce que tu es historien du jeu vidéo. Si on va un peu vite, il n'y en a pas beaucoup. tu es rattaché à quel département dans ton université? Alors, la première chose, c'est que tu vois, je faisais la grimace quand tu disais que j'étais historien, parce que je le suis pas. De fait, je fais bien des travaux d'histoire qui, a priori, sont plus ou moins bien acceptés par les historiens, si j'en juge au retour que j'ai de ci, de là. Mais je suis rattaché à un département de cinéma et d'audiovisuel qui est celui de la Sorbonne Nouvelle, qu'on appelait Paris 3 auparavant, mais qu'on appelle désormais la Sorbonne Nouvelle tout simplement. Et je suis à côté de ça maître de conférence en sciences de l'information et de la communication. Donc tu vois que je suis j'aime bien me définir de temps en temps. Voilà, le nom est le bon cette fois-ci. Comme un petit bâtard de la recherche, c'est-à-dire voilà, quelqu'un qui a été formé plutôt en sociologie, qui est passé par les études cinématographiques, qui a bossé sur le jeu vidéo dans le cadre d'un doctorat d'études cinématographiques, qui termine, et c'est une sacrée chance, dans un département de cinéma en ayant une casquette sciences de l'infocom. Et alors, ce que j'ai bien aimé dans cette petite minute, je ne sais pas si tu l'as entendu, j'ai pas eu le temps de la faire réécouter, c'est que on y voit le savoir-faire Alexis Blanchet, c'est que tu es en train d'expliquer que quand dans un sketch, dans un film, il y a un bip, ça veut dire jeu vidéo dans une espèce de cliché. On était avec un historien de la musique électro qui disait qu'il passait son temps aussi à démonter des clichés sur l'origine de cette musique et comment elle s'était développée. Et alors, j'ai dit historien parce que tu as fabriqué cette somme incroyable qui s'appelle Histoire du jeu vidéo en France. Mais avant, tu as fabriqué aussi ce passionnant livre. C'est 2010, celui-ci, et 2020, le suivant. Voilà. J'espère que tu en attendras pas le suivant en 2030, s'il te plaît. Ah ben écoute, si le temps de la recherche le nécessite, peut-être. Hein, autant on peut écrire. Quand on écrit soi-même ses bouquins, ça dure plus longtemps. Le premier était tiré de ma thèse de doctorat écrite dans les années 2000, et le second est un livre à 4 mains. Et évidemment, j'ai travaillé avec Guillaume Montagnon. On a mêlé nos talents pour travailler sur des sources ensemble, et donc c'est un livre à 4 mains qui est en effet sorti l'année dernière. Ouais. Et alors, ce qui m'intéressait dans cet extrait, c'est que on pourrait se dire être alors analyste de l'image ou du jeu vidéo, parce que le jeu vidéo, c'est pas que de l'image, c'est pas que de l'animation, c'est aussi de l'interaction. Je sais que tu l'aimes aussi, recommander le livre de Mathieu Triclot sur philosophie du jeu vidéo, parce que c'est une vraie début de réflexion. Mais je trouve que cet extrait montre bien que, voilà, analyser un son, analyser un bip, permet de comprendre ce qui est en train de se dire à propos du jeu vidéo. Alors j'ai prévu, je ne t'ai pas prévenu, mais j'ai fait une histoire tout à fait simplette du jeu vidéo. Et j'espère bien que tu vas me corriger en direct
si c'est mal fait. On a des jeux vidéo sur des instruments de scientifiques, ça va très vite. Et puis on a... Oula, ah oui, en effet. Tu as mis la touche avance rapide. Ça nous permettre de parler un petit peu de ton premier livre sur le rapport entre le cinéma et le jeu vidéo. Oui. Même si j'aimerais après qu'on parle dans un second temps de cette histoire du jeu vidéo en France et de la façon dont s'est produit l'ensemble. Finalement, ton livre aborde cette question de la référence. Alors, ça c'est 75 Space Invader, le très fameux, célèbre supermarché dans lequel on est enfermé pour manger, manger. Donc, cette histoire du jeu vidéo, elle passe pour les plus anciens par cette idée d'arcade, de lieu où on peut se retrouver, où quand on est un petit gamin, on est complètement fasciné. Donc un jeu qui, à l'époque, est encore un jeu du corps, c'est-à-dire on joue debout, on joue face à un écran, on joue seul, c'est pas forcément du multijoueur, il y a vraiment une histoire du jeu et de la façon dont le corps se positionne sur ça. Et puis je voulais en venir à des exemples qui étaient très marrants parce que je suis artiste et puis j'analyse les images. Donc une image comme celle-ci est à la fois d'une grande pauvreté et en même temps d'une grande beauté parce que sa simplicité, elle est aussi... je crois pas que c'est la nostalgie d'une image comme ça qui en fait sa beauté, c'est sa capacité à être simple et à essayer de convoquer des éléments simples. Et puis, pour finir sur cette histoire, on arrive dans les années 90, qui est mon point de départ aujourd'hui pour cette 150e. Donc, on a les mascottes, Mario et puis Sonic, c'est 91 les deux, si je dis pas de bêtises. Et une précision ? Non, parce que je me dis que s'il y a des ayatollahs de la date, etc., ils ont dû s'étouffer plusieurs fois. Space Invaders, c'est 78 et pas 75. Mario apparaît avec Donkey Kong au début des années 80. Sonic est bien en 1991. Mais évidemment, sur ce genre de domaine, comme il y a des passionnés au masculin comme au féminin, très souvent, il y a un attachement très fort au respect des dates, d'ailleurs, dates qui peuvent être assez largement discutées. Mais en effet, le marketing avait construit le marché de la console de jeux vidéo domestique autour de ces mascottes dans les années 80, avec Sega qui répond à Nintendo par le hérisson bleu contre le plombier rouge. Pour l'expliquer aux gens qui ne jouent pas trop ou qui jouaient de loin, la pratique dans les bars ou dans ces lieux d'arcade devient une pratique individuelle à la maison dans les années 90 avec des consoles, c'est-à-dire quelque chose qu'on achète et auquel on joue chez soi seul ou avec des copains. Et il y a une sorte d'identification au personnage qui est devant nous là. La console des années 90, c'est une reprise améliorée de périphériques de jeux qui apparaissent dès les années 70, puisque le Pong que tu as montré en 72 est commercialisé avec un grand succès en version domestique dès 1975. On a même une première crise des jeux vidéo qui est liée à ces machines en 1977 à peu près. Et puis, les Américains arrivent avec des consoles à cartouches interchangeables au début des années 80. Ça s'appelle Atari, Mattel, Coleco. Et peut-être la nouveauté du début des années 90, c'est la domination de constructeurs japonais sur ce secteur de la console de jeux vidéo domestique que d'aucuns aux États-Unis pensaient tout à fait moribond quand Nintendo est arrivé vers 1986-87 sur le territoire américain, pensant vraiment que ces Japonais arrivaient avec une machine qui avait montré ses limites en termes de succès commercial et évidemment probablement par une offre de jeux renouvelés. Nintendo va dominer ce marché nord-américain et même les marchés mondiaux. Elle est très largement leader au Japon et aux États-Unis. Peut-être qu'en France et en Europe, ça c'est souvent une observation que je fais quand j'en parle aux étudiants. Le marché européen étant une sorte de marché un peu d'arrière-plan, il se trouve que Nintendo a peut-être tardé à s'installer réellement et à prendre en compte ce marché. Ce qui fait que ça a laissé la place à un challenger, Sega précisément, avec différentes consoles.
et ce qui fait probablement qu'on a un paysage un peu plus équilibré, qui n'est pas uniquement en faveur de Nintendo, qui archi-domine sur les autres marchés, et qui permet peut-être en Europe et en France, et là c'est vrai que l'observation d'histoire économique recroise les observations de cours de récréation d'il y a une trentaine d'années pour moi, où je me rappelle bien finalement de filles qui en possédaient mais qui en parlaient pas forcément, et on voyait qu'il y avait une répartition peut-être plus équilibrée entre Nintendo et Sega. Et est-ce que tu corriges si je dis que dans cette invention de Mario et de Sonic, c'est une sorte de petit bonhomme, de mascotte, je vais exagérer en disant comme une peluche, c'est-à-dire que le joueur va commencer à avoir un rapport affectif très personnel qui n'est pas le même que quand on joue à Pong ou à Pac-Man. Il y a quelque chose dans le positionnement du jeu vidéo et dans la pratique elle-même du jeu avec les années 90. Ton histoire du jeu vidéo en France va jusqu'à 91, on va y venir. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de la façon de pratiquer l'image, la façon d'être dans le rapport à la machine qui se change en fait à ce moment-là? Alors, peut-être je te corrigerai sur l'invention. En fait, l'idée de mascotte, c'est vraiment je vais dire un double rapport, celui à la fois probablement de tradition au Japon, qui sont celles d'associer des mascottes, des figures à des marques, d'une certaine façon, ou même parfois à des institutions, à des départements, à des villes, à des services municipaux. Donc ça, c'est une tradition, et probablement que ces personnages-là relèvent un peu de cette tradition. Et puis, quand le marketing s'en empare, évidemment, ça permet de donner un visage à la marque, un visage sympathique, rondouillard et bondissant pour Mario, et puis un visage peut-être plus jeune, adolescent, rapide avec Sonic. Ensuite, ce que ça construit, il est assez évident que les progrès techniques du jeu vidéo permettent de déployer assez largement ces figures anthropomorphes. Elles n'existent pas tout à fait du temps de Space Invaders et Pac-Man, ce qui n'empêche pas ces deux jeux d'être d'immenses succès du jeu vidéo d'arcade de la fin des années 70 et du début des années 80. Que Pac-Man relève bien aussi de la mascotte. On sait qu'il y a une Pac-Mania qui se développe autour de Pac-Man. On crée même un dessin animé. Les studios Hanna-Barbera font un dessin animé autour de Pac-Man. Donc, on voit d'une certaine façon dans des logiques de réutilisation transmédiatique qu'il y a tout à fait des possibilités de reconstruire de la fiction, reconstruire du récit, reconstruire de l'imaginaire à partir de quelques petits objets de pixels. Pac-Man devient une série animée sur 2 saisons qui est très largement inspirée de la comédie familiale américaine façon sitcom, d'une certaine façon, des années 50. Et puis Mario, lui aussi, va être adapté en bande dessinée, en dessin animé, très tôt, dès la fin des années 80, pour être diffusé dans ce qu'on appelle les Saturday mornings, c'est-à-dire les tranches horaires du samedi matin aux États-Unis, à la fin des années 80, début des années 90, tranches horaires qui s'adressent évidemment aux enfants, c'est des programmes pour enfants, et on a là une construction diachronique et synchronique des personnages, c'est-à-dire qu'ils existent à la fois dans les jeux, et les joueurs évidemment sont très attachés à la présence de Mario et des différents jeux qui mettent en scène Mario, mais voilà, c'est pas vraiment une invention du personnage, je crois que les travaux de William Oduro l'ont assez bien montré, le travail de Florent Gorge aussi le démontre assez bien, c'est-à-dire qu'il y a des effets d'opportunité qui se font dans les studios qui travaillent avec Nintendo, qui externalisent une partie de sa production. Et puis, on a quelques acteurs chez Nintendo qui disent « Mais regardez, les assets graphiques du personnage sont disponibles si vous voulez les utiliser. » Et ça va permettre au personnage de se retrouver de jeu en jeu et d'une certaine façon de créer, de nouer une familiarité avec le public de joueurs et de joueuses. Donc, si tu veux, voilà, il y a souvent cette idée, on a inventé Mario, etc. Non, Mario a été une création qui répondait, et dans Des Pixels à Hollywood, il y a un long développement sur le physique de Mario. On pourrait se dire à première vue, tiens, un petit personnage en tenue de travailleur, dont on dit parfois qu'il est charpentier, parfois qu'il est plombier, selon les univers dans lesquels il évolue, et qu'on pourrait se dire, tiens, mais quoi, c'est une figure ouvrière qui est là pour dire quelque chose du monde du travail, etc. Et puis, il suffit d'analyser Donkey Kong
de voir que l'influence de King Kong est assez forte sur les jeux, que les contraintes graphiques pèsent très lourd sur cet avatar de Mario et que ça va, par exemple, tout simplement justifier qu'il porte la moustache. Il porte pas la moustache parce que c'est un ouvrier, il porte la moustache parce que visuellement, la moustache permet de séparer, à l'époque, sur la représentation graphique très simple de Mario, le nez du menton, de la bouche, et donc de permettre une lisibilité optimum du visage de Mario. Alors, vous avez prononcé un mot très passionnant, monsieur Alexis Blanchet, c'est le mot transmédia. C'est-à-dire que ce que vous décrivez dans votre livre et qui va bien avec nos années 70-90, c'est ces passages d'un univers à l'autre. Alors, j'ai pris ce petit extrait d'une publicité pour une console que vous connaissez très bien. They are all around us. Millions of Barcode warriors and wizards waiting to fight. Waiting for Barcode Battler to free their awesome power. Free the power! But be warned, nobody knows what's really out there. The battle has just begun. Barcode Battler. Free the power! Voilà, ça c'était pour la première. Et puis la seconde, dans le même registre, c'est-à-dire, il me semble que je suis ce que j'ai compris de votre livre, c'est-à-dire l'emprunt dans les clips de publicité à l'univers un peu exagéré du film d'action ou du film noir. Même chose ici. Ah, te voilà. C'est Maître Sega qui te parle. Tu es venu en vélo, tu veux jouer à Shinobi? C'est parti. Bah, tu t'en vas déjà? Sega, c'est plus fort que toi. Voilà, on dirait que, je crois bien que cet univers du monde du cinéma va se retrouver, c'est là où je fais un grand résumé, mais je veux vraiment me dépêcher pour pouvoir parler du second et dernier livre. Le cinéma arrive et alors on pourrait faire le quiz en se demandant quel est ce jeu inspiré d'un film. Nous avons la réponse ici puisque, si je dis pas de bêtises, c'est Indiana Jones. D'accord. Avec un fameux serpent qu'il va réduire à néant, évidemment. Et donc, que l'univers visuel est très, très simple, en fait, très, très, très peu développé. Même chose avec un Star Wars revisité, avec, on est dans les années 90, un Die Hard revisité aussi. On voit que l'idée de vraisemblance, de ressemblance à l'image cinématographique va se développer comme une espèce de fascination technique sur laquelle il y a toujours, je crois que tu peux le confirmer, mais on peut l'imaginer même si on le sait pas, il y a un effet de balancier tout le temps, on va vouloir des trucs très très techniques et puis après on en revient et cette fascination technique, elle devient vite obsolète. Voilà, on est ici avec Godzilla Génération, on est en 98, on a des effets visuels qui sont bien plus beaux, entre guillemets, et avec des difficultés de vraisemblance, hein, mais qui eux aussi finissent par avoir une espèce de patine du temps. Même qu'on était joueur ou pas, je trouve que le cubisme un peu qu'il y a dans l'image, les matières qui sont plaquées donnent une espèce de timing, en fait, de tempo à toutes ces histoires. On a en 3 images vraiment 3 mondes de jeux vidéo qui se réfèrent à des films de cinéma. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Oui, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a probablement, toi comme moi, été contemporains, et peut-être pas mal de personnes qui nous écoutent, d'une évolution accélérée des capacités graphiques des jeux vidéo. Entre nos premiers souvenirs, moi, ils remontent au début des années 80 à des jeux sur Thomson TO7, hein, dont vraiment la qualité graphique, c'était 4 couleurs sur l'écran, etc. Et pour aller jusqu'à la généralisation des moteurs 3D à partir du milieu des années 90. Donc en une quinzaine d'années, hein, quelque chose comme ça, on a eu un effet de progrès qui est assez ahurissant, hein, si on y repense, et si on compare à 10 années d'écart un jeu de, je sais pas, 1985 et 1995 et un jeu de 2005 et 2015.
on sera très bluffé par les progrès qu'il y a eu sur la décennie des années 90 et finalement, depuis une dizaine d'années, depuis 2 générations de consoles de jeux vidéo, les progrès sont évidemment certains, mais peut-être moins visibles. On s'est habitué à ce photoréalisme des images de jeux vidéo. Mais ce que je note dans ce que tu dis, c'est que c'est aussi intéressant de voir, et on le voit assez bien là du côté du jeu vidéo indépendant, ces moteurs graphiques des années 90 avec leurs textures extrêmement visibles, avec leurs mèches très cubiques. On sent aujourd'hui, il y a toute une partie de la production qui, après s'être emparée de l'esthétique 8 bits, s'empare désormais de l'esthétique 32 bits et de ces moteurs graphiques assez légers qui permettent de figurer des univers avec cette patte très particulière et peut-être réveiller cette nostalgie des années 90. D'ailleurs, comme tu es un grand savant de Marseille, le progrès technique et visuel dont tu parles en histoire de la peinture que j'enseigne, ça serait très difficile à voir. Le réalisme et la capacité de donner une date à ces images, même ceux qui ne connaissent pas le jeu vidéo, qui regardent, peuvent voir en quoi le système cubique peut être un jeu d'aujourd'hui. Et cette esthétique-là va plaire à la fois par nostalgie pour certains, mais à la fois par effet de nouveauté aussi, par contraste. Mais que cet effet avec des matières retravaillées est aussi une progression fulgurante visuellement. En fait, on invente des mondes de ces années 90 à aujourd'hui à une vitesse vraiment vertigineuse. Je voudrais... oui. J'ai passé un peu vite les plus ou moins recommandables adaptations au cinéma de l'univers du jeu vidéo que tu décris aussi, notamment cette espèce de merveille de Street Fighter. Oui. Voilà, on peut pas se mentir, mes copains Rako et Sébastien sont là pour valider. On est quand même dans un des sommets du cinéma. On peut pas. C'est-à-dire si on aime le 17... Je sens une certaine ironie, Franck. Non, vraiment, on aime ça au premier degré. Enfin, on aime ça au 17e degré pour de vrai. C'est-à-dire que il faut aussi que c'est pas une blague. Il y a quelque chose d'enfantin à regarder un truc un peu nunuche entre guillemets. Et il y a quelque chose dans ces films-là, quand on assume de dire qu'on les regarde, qui est tellement simple dans le scénario, dans la façon de le tourner, qui est de l'ordre du plaisir d'un enfant en fait. C'est pour ça que je trouve qu'en un sens, il y a un plaisir de la réinterprétation, à mon avis aussi. On était tous curieux en 94-95 quand Street Fighter The Movie est sorti de savoir ce qu'allaient devenir ces personnages de jeux vidéo qu'on manipulait depuis 1992 ou 1993, ou voire les plus âgés depuis la sortie du jeu en 91 sur borne d'arcade. Le film est ressorti là récemment chez un éditeur parisien en DVD, ce qui a été pour moi un peu l'occasion d'aller en parler et de me rendre compte que c'est un film aussi intéressant et c'est souvent ce que je fais dans mes travaux, quand on retourne le jeu vidéo vers des carrières cinématographiques. Là, tu as l'image de Jean-Claude Van Damme, juste après, tu as l'image d'Angelina Jolie. Il se trouve que pour l'un comme pour l'autre, interpréter un personnage de jeu vidéo, Guile pour l'un, Lara Croft pour l'autre, sont des moments en fait de bascule dans leur carrière, et qu'une approche Star Studies, comme on dit en études cinématographiques, est très intéressante sur le fait d'incarner une icône du jeu vidéo. Angelina Jolie, tu regardes dans sa filmographie où est située sa première incarnation de Lara Croft, et tu vois que ça crée un moment de césure dans sa carrière. Il y a vraiment les films avant Tomb Raider et les films après Tomb Raider. Après Tomb Raider, elle va commencer à tourner avec des réalisateurs de premier plan. Elle va partager la vedette à l'écran avec des stars masculines de très haut niveau, ce qu'elle n'avait pas dans sa filmographie avant ça. Donc c'est aussi intéressant, et c'est un pari assez payant d'une certaine façon pour Angelina Jolie. Pour Jean-Claude Van Damme, c'est plutôt le moment où il quitte un peu le film de kung-fu et le film d'arts martiaux pour passer au statut de héros d'action. Tu évoquais Die Hard qui a été adapté en jeu vidéo. Voilà, il se réoriente vers ce personnage de héros d'action, et c'est vrai que c'est autour de Street Fighter que cette transition curieusement se fait, ce qui fait que Street Fighter est pas du tout un film d'arts martiaux là où on pourrait l'attendre, mais c'est plutôt un film d'action et un film de guerre.
Oui, il y a aussi que Jean-Claude Van Damme est lui-même une sorte de héros d'un univers qu'il a inventé lui-même. Je voudrais, parce que j'ai développé cette partie de ton livre d'il y a 20 ans, parce que je trouve que l'histoire du jeu vidéo en France, pour ceux qui ne le savent pas, il n'y en avait pas. Et le travail est une somme remarquable. Et ce que je trouve intéressant, j'ai convenu avec toi de te faire parler de ces bandes de geeks qui sont là. Oui. Et je trouve intéressant d'avoir développé sur ces moyens asiatiques, américains, pour montrer qu'il y a quelque chose de très, très important. Parce que tu décris très bien, vous décrivez très bien comment l'histoire du jeu vidéo, par exemple, passe par les boutiques, par la programmation, les premières consoles de jeux vidéo, et puis après tu parles de la micro-informatique, la façon dont des clients se pointent dans des boutiques et disent « moi je peux vous coder un jeu et en échange je vais avoir du matériel », c'est-à-dire on est dans un truc de bidouilleur, et au lieu de prendre la hauteur méprisante d'une histoire qui dit ces gens-là ont rien inventé, ceux de chez Cobra inventent une façon de jouer qui est très très différente de l'ensemble, parce que leurs moyens étant limités. Je prends un exemple assez modeste exprès. Voilà, les séries de logiciels avec Amstrad de Cobra vont quelquefois être de cet ordre-là visuellement, ou de cet ordre-là visuellement, alors que cette histoire s'associe à un événement politique important, c'est-à-dire le vol du Cessna. On est en 87. Cessna over Moscou, oui. Dans le bouquin avec Guillaume, on est allé mener des entretiens, dont 2 longs entretiens avec Bertrand Brocard, que tu avais au centre de la toute première photo avec son équipe de Cobra Soft. Évidemment, voilà, on le voit ici, Bertrand, et on le voit après. Il est très actif aujourd'hui sur les questions de préservation un peu de l'histoire et du patrimoine de jeux vidéo. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est reparti sur les premières observations qui avaient été faites par Colin Cidre, qui s'est beaucoup intéressé à cette question de la distribution des jeux et au phénomène de la boutique. Et notre propos, dans un premier temps, c'est de montrer que la boutique fonctionne comme un club et que c'est pas du tout un lieu d'une unique transaction commerciale qui viserait à venir dans la boutique, acheter sa machine et repartir après en avoir payé le prix pour l'acquérir. Non, la boutique, c'est en fait un lieu qu'on va un peu hanter. Beaucoup des gens interviewés dans le bouquin, puisqu'il y a un travail d'entretien historique qui est assez important. On a fait plus d'une 60aine d'entretiens pour les besoins du bouquin, en essayant aussi de viser des gens qui n'étaient pas forcément des figures très visibles du secteur, ou des gens qui ont été constitués un peu en figure visible du secteur du jeu vidéo en France. On pense à des créateurs comme Eric Chailly ou Benoît Socal, qu'évoquait Benoît Peters tout à l'heure. Et donc voilà, on se retrouve dans la quotidienneté d'un lieu, la boutique, où les gens viennent, les gens vont montrer ce qu'ils ont codé. Ils veulent parfois aussi avoir une forme de validation de la part du patron de la boutique, et très souvent c'est les boutiques qui vont proposer de faire d'éditer ces logiciels. Alors il y a des logiciels de jeu, et ça c'est ceux qui nous intéressaient avec Guillaume dans notre propos, mais on se retrouve aussi avec des logiciels de cave à vin et de gestion de comptes pour des exploitations agricoles ou d'autres choses. Et puis chez Cobra, voilà, il y avait cette idée où on sent qu'à chaque jeu, il faut un peu réinventer le médium, hein, et ça, c'est quelque chose qu'on montre assez bien dans le dernier chapitre du bouquin qu'on a coécrit avec Seb Janvaux de Metz. C'était de voir cette capacité du jeu vidéo français, alors sur le genre jeu d'aventure, à chaque fois repartir dans des nouvelles modalités de jeu. Chez Cobra Soft, on a la série des meurtres. Ici, un meurtre à grande vitesse qui se passe dans le TGV, c'est-à-dire vraiment le fleuron de la technologie française des années 80. Le jeu qui est enregistré sur audiocassette ou sur disquette selon les versions, est accompagné de toute une série de petits éléments, comme dans une boîte de jeux de société, qui vont permettre d'avancer un petit peu, pour celles et ceux qui ont joué au Mystère de Pékin. Voilà, on est un petit peu dans cette idée-là, d'avoir des éléments. Parfois, il faut casser quelque chose pour trouver un message dedans qui va donner un code qui va débloquer dans le jeu. Et on a ce rapport entre l'écran et le fonctionnement du programme à l'écran, et puis des petits objets à l'extérieur qui vont permettre de donner un souffle un peu nouveau à l'enquête. Ce qui me fait te dire, il faut bientôt se quitter, c'est que finalement,
le manque de moyens, entre guillemets, du jeu vidéo français est compensé par toute une astuce narrative, scénaristique, presque de l'ordre du jouet. C'est-à-dire, on a une cassette, on a des faux papiers, on peut les toucher vraiment et on n'est pas que dans un rapport à l'écran. On est dans une sorte de transmédia, justement, d'un jeu qui est déjà ouvert sur l'extérieur. Oui, c'est-à-dire, évidemment, là, on part un peu dans des propositions d'analyse comparative. Moi, il me semble, en tout cas, c'est une question à laquelle je réfléchis en ce moment là pour un article qui m'a été demandé par des collègues. C'est-à-dire que il est difficile de parler d'industrie du jeu vidéo dans les années 80, voire jusqu'au milieu, jusqu'à la deuxième moitié des années 90. Je pense que le terme industrie, il fait sens à partir de la fin des années 90, puisque sur toute la période qui précède, on est dans des logiques extrêmement artisanales et en tout cas, il n'y a pas de volonté de mettre en industrie les jeux. Quand il y a des bonnes idées d'interface qui sont imaginées, elles ne sont pas forcément réutilisées d'un jeu à l'autre. Alors qu'aux États-Unis, très tôt, on voit des effets ou des interfaces qui sont efficaces pour un jeu vont être déclinés ensuite sur une série de jeux de la part d'un éditeur. Il y a un côté qui est assez touchant chez les Français, c'est que il y a l'idée de rechercher un peu la beauté du geste, rechercher des interfaces nouvelles, et ça, Sébastien Janvaux le montre assez bien là dans le chapitre qu'on a coécrit à la fin du bouquin, pour essayer chaque fois de trouver des nouvelles voies créatives. Alors, j'ai une dernière question à laquelle il faut que tu répondes vraiment vite, pardon. Tu as participé à Exposé du jeu vidéo, c'est un des enjeux d'aujourd'hui. Alors, oui, je t'ai entendu dire ça quand tu étais avec Réjeanne Amus-Vallée tout à l'heure, puisque je vous ai un peu écouté. Et non, alors ou à moins que j'ai oublié quelque chose dans mon CV, mais j'ai eu le plaisir d'aller assister à des expositions, mais j'ai jamais eu encore le plaisir d'en concevoir une, quoique je serais probablement incapable de le faire ou de faire du conseil scientifique. J'ai fait du conseil scientifique pour l'exposition Tolkien, puisque j'avais la joie de participer au conseil scientifique de l'exposition qui avait lieu à la BNF, mais sur le jeu vidéo, même si j'ai participé à des manifestations, des expositions, je n'en ai pas conçu. Et alors ma question redoutable, j'espère que cette occasion arrivera. Le MoMA aux États-Unis a en 2012 intégré dans sa collection des jeux vidéo 14. C'est-à-dire que pour faire court, c'est devenu de l'art, ou c'est un musée d'art contemporain qui l'a accueilli. Est-ce que ça existe en France ? Écoute, il faudrait se tourner du côté de Marion Coville, qui est une collègue qui travaille beaucoup sur la muséification du jeu vidéo, le jeu vidéo qui rentre comme objet d'exposition ou de musée. Il est évident qu'il y a un dépôt légal du document numérique à la Bibliothèque nationale de France et que, de fait, une large partie des jeux vidéo édités en France ont été déposés à la BNF au titre du dépôt légal. Donc, on a déjà des institutions qui possèdent dans leur fonds ces œuvres vidéoludiques. Mais pas du côté de l'art, vraiment, pas comme le MoMA. Écoute, je pense pas que le musée d'art moderne de la ville de Paris ou d'autres, ou peut-être je me trompe, mais ce serait une enquête à mener, Franck. Eh bien voilà, c'est ce qui fait qu'on va se revoir. J'en profite d'ailleurs pour te remercier de ta venue, pour dire que dans la liste des jeux, il y a un jeu des années 90-93 qui s'appelle Myst. Si quelqu'un n'aime pas jouer à un jeu vidéo, qu'il regarde ça, c'est une merveille. Et je te souhaite bonne continuation pour ce magnifique livre dont on parle un petit peu et dont il faut lire l'ensemble. Merci Alexis Blanchet. Merci de ton invitation, Franck. À bientôt. Bonne soirée.